Chacun son expérience et son avis. Mesdames et messieurs, je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons aujourd'hui Didier Monceau. Didier, avant d'aborder le chapitre de votre rêve, il faut dire que vous êtes producteur et distributeur audiovisuel et vous vivez à Paris depuis près de 20 ans, sans oublier que vous êtes le frère cadet du célébrissime David Monceau. Effectivement. On aurait dû quand même s'en douter. Hein. En tout cas, merci d'être sur le plateau de C'est Midi. Alors, la question que j'ai envie de vous poser déjà, je sais que votre grand frère, il excelle dans le showbiz. Et vous particulièrement, qu'est-ce qui vous a conduit dans ce domaine? Tout simplement parce qu'on a baigné dans ce métier-là depuis quand on était petit. On avait notre père même qui était déjà producteur et organisateur de spectacles. Donc, on a vécu dedans depuis tout petit. Et au fur et à mesure qu'on grandissait, on a aimé ce métier-là, raison pour laquelle nous sommes aventuriers là-dedans. Et les choses ont peut-être un tant soit peu été facilitées par le frère, par le Oui, grand frère. beaucoup, beaucoup. Je vais profiter de l'occasion pour lui rendre hommage, parce que en mine de rien, c'est quand même le seul Africain qui a pu rendre la musique africaine très importante à l'extérieur. Donc, je lui tire mon chapeau. Enfin, l'un des rares, peut-être. Voilà. Et c'est un peu comme un exemple pour moi. Donc, ça revient toujours au galop. Bravo à lui. Et puis, c'est un monsieur qui fait vraiment un grand travail. Alors, c'est vrai que vous lui emboîtez le pas, mais vous n'avez pas toujours vécu dans son ombre. Comment vous êtes parvenu à vous faire une place au soleil du côté de la France? Ben, c'est très simple. Quand je suis arrivé au départ, j'étais dans l'aéronautique. Et après, il y avait une possibilité de pouvoir sortir de là, puisque les étrangers n'avaient pas d'avenir dans ce domaine-là. Donc, moi, j'ai profité de l'occasion. Je suis sorti de cette boîte-là et après, j'ai monté la première boîte de distribution audiovisuelle à Paris. Mais qu'est-ce qui faisait la difficulté? Qu'est-ce qui faisait que les étrangers, en particulier les Noirs, n'avaient pas beaucoup de chance dans ce domaine? Tout simplement parce que l'aéronautique, c'est un secteur d'activité qui est très, très strict. C'est le ministère de la Défense française. Donc, l'évolution là-bas est très, très difficile. Parce qu'à partir du moment où vous êtes étranger, vouloir évoluer dans ce domaine-là, vous allez acquérir des techniques de connaissances qui peuvent vous permettre d'aller ailleurs. Donc, la France protège ce côté-là. Et après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et vous avez travaillé là-dedans pendant combien de temps? J'ai travaillé dedans pendant 5 ans. 5 ans. Et je voulais évoluer parce que mon idée, c'était de devenir ingénieur. Et par la suite, ce qu'on me proposait, ça ne m'intéressait pas trop. Donc, c'est à partir de là que j'ai dévié. Il donnait une certaine somme aux gens qui veulent sortir de la boîte. Donc, à l'époque, je me rappelle, ils m'ont donné 52 000 euros. Et c'est ce qui m'a permis de monter ma boîte de production et distribution. Est-ce que ce n'était pas prémédité tout cela? Non, en fait... Vous dites, au lieu de rester là et puis toucher tel nombre de francs, ça ne va pas m'arranger avec toutes les charges qu'il y a. Après aussi, il faut savoir que c'est un métier qu'on a aimé. Donc, quel que soit ce qu'on va faire, ça revient toujours au galop, quoi. Voilà. Donc, raison pour laquelle je me suis aventuré là-dedans. Je ne regrette pas aujourd'hui parce que ça m'a permis de m'imposer. Et il faut dire que vous êtes le premier Ivoirien à avoir eu la distribution, le marché de la distribution de disques. C'est ça. C'est bien cela, en France. À l'époque, c'était DSM. Chapeau, j'ai envie de dire. C'était DSM Production. À l'époque, c'était DSM Production. On était à Paris, dans le 17e arrondissement. Donc, grâce au travail qu'on a effectué, on a réussi à imposer les sketchs de Akissi Delta qu'on appelle Ma Famille. Donc, Ma Famille a permis à d'autres communautés africaines de s'initier dans ce genre de choses. Et on a bien travaillé sur ce coup-là. Donc, je profite de l'occasion aussi pour dire merci à Akissi Delta. Grâce à elle, d'autres communautés ont essayé de faire la même chose. Et on a tout évolué. Il y a
quand même des Ivoiriens qui travaillent et ça fait plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez, puisqu'on parle aujourd'hui de solidarité, on parle de la diaspora, vous pouvez quand même nous peindre le tableau des réalités des Ivoiriens au niveau particulièrement de la France, puisque c'est là que vous vivez? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en France. Il y a beaucoup qui essaient de s'en sortir. La France n'est plus facile comme avant. Beaucoup de difficultés. Mais le seul reproche que je fais à ma communauté, c'est les difficultés qu'on rencontre entre nous-mêmes. Voilà. Les Ivoiriens en France ne sont pas trop solidaires. Voilà. Ils ne sont pas solidaires dans la mesure où, quand moi j'ai créé ma boîte de production, les difficultés que j'ai commencé à rencontrer, c'était au niveau de nos CD et DVD qui étaient recopiés par les Ivoiriens eux-mêmes. Donc à chaque fois qu'on sort une œuvre qui fonctionne, ils recopient derrière et ils le revendent moins cher que nous. Donc ça nous a créé des difficultés pendant presque une dizaine d'années. Et financièrement parlant, ça commençait à être difficile. Et en même temps, ce qui nous a sauvés aussi, on a eu l'évolution et le changement du numérique à l'analogique au numérique. Voilà. Donc, on est passé au système de téléchargement. Après, il faut avoir des connaissances et des capacités. Donc, à partir de là, on n'a plus eu affaire aux pirates. Comme maintenant, c'est de la technique intellectuelle sur le plan informatique et tout ça. C'est comme ça qu'on a pu évoluer tranquillement, quoi. Donc, aujourd'hui, nous avons une grosse structure de distribution numérique. Mais est-ce que ce que vous avez vécu à ce niveau-là est suffisant pour affirmer aujourd'hui que les Ivoiriens, au niveau de la France, ne sont pas solidaires entre eux? Oui, ça c'est un exemple. Parmi tant d'autres, voilà, peut-être? Il y en a plusieurs. Bon, je vais prendre un exemple qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre et puis novembre. Vous savez, quand on parle de production, on parle en même temps de communication. Tout à fait. Donc, on avait mis en place une boîte de nuit qui allait nous permettre de promouvoir et propulser encore la musique ivoirienne. Après un mois de travail, on a effectué des grands travaux dans cette boîte de nuit. Et on a fait une ouverture. Une semaine après, la boîte a brûlé. Il y avait des caméras de vidéosurveillance. Vous savez, on est en France. On ne peut pas vandaliser quelque chose et puis ça va rester dans l'ombre. Donc, une première fois, on a confié l'affaire à la police. Pendant que la police menait des enquêtes, nous, on a essayé de refaire encore les travaux derrière. Après, la réouverture. Une semaine de travail, donc 4 jours de travail. Le mardi qui a suivi, ils sont venus encore brûler. Donc, ça fait 2 fois en un mois. Et là, ce qui me rassure dans la suite de votre raisonnement, c'est qu'il y avait des vidéos de surveillance. Voilà. Donc, on a dû voir on a vu les auteurs. personnes qui l'ont fait. Donc, vous savez, après, ça devient une affaire d'État. Des gens qui ont brûlé une société, la justice française va s'en occuper. Donc nous, quand on nous a donné les identifications de ces auteurs-là, on a vu que c'était nous-mêmes nos propres frères. Ah non. Donc du coup, on a essayé de calmer les choses pour ne pas que ça arrive trop loin. Voilà. On a essayé de retirer notre plainte pour ne pas, parce que ces personnes-là risquaient la prison à vie. Voilà. Donc c'est un peu ça. Plusieurs choses comme ça. Après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est vrai qu'à ce niveau-là, les avis sont un tout petit peu partagés parce qu'il y en a qui disent ou qui prétendent que les Ivoiriens sont solidaires. Ça dépend peut-être de la ville ou du pays où on se trouve. Et il y en a d'autres qui disent que les Ivoiriens ne sont pas du tout solidaires. Bon, vous, apparemment, vous avez vécu de mauvaises expériences avec les Ivoiriens. Comment est-ce que vous pouvez justifier cela? Quelle est votre analyse? Après, moi, je pense que c'est des choses qui ont été faites et constatées. D'accord? Là, je ne viens pas sur le plateau pour dire des choses pour dénigrer ma propre communauté. Ça fait près de 20 ans ici en France. Je sais de quoi je parle. Voilà. La preuve en est que les difficultés continuent toujours. Aujourd'hui, les gens sont partis. On n'a plus le courage de vouloir les aider. Parce que quand vous voulez aider vos propres frères, c'est eux qui vous mettent les bâtons dans les roues. Voilà, je vais donner un exemple tout simple aussi. J'ai été le premier Ivoirien à monter un centre de formation sur la coiffure africaine. Parce qu'on sait très bien que la coiffure africaine existe depuis des années, mais elle n'est pas matérialisée par un diplôme. Elle n'est pas aussi reconnue sur le plan international. Donc, moi, j'ai eu cette idée-là de monter la structure. J'ai mis 4 ans avant d'avoir les autorisations. Ça a été publié officiellement au mois de novembre
2017. OK. J'ai recueilli des Ivoiriens qui ne savaient rien faire de leurs 10 doigts. Je les ai formés. Bon, après, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça n'a pas marché. Voilà. Ces mêmes Ivoiriens ont commencé à me mettre les bâtons dans les roues. Comment? Je m'explique. On a un carnet d'adresses où on met tous nos clients. Ils ont récupéré ce carnet d'adresses et ils vont coiffer les gens chez eux. Ah. Donc, du coup, sur le plan financier, on a c'est pas du tout loyal, voilà, ça. Voilà. Donc, c'est des exemples comme ça. Après, il y a eu plusieurs choses. Donc, ce serait mieux que les Ivoiriens s'entendent. On a réussi aussi à monter une association qui est l'AMPPC. Avant de revenir à l'association, déjà, je voudrais que vous nous disiez ce que vous remarquez chez les autres communautés. Comment elles se comportent au niveau de la France? Je vais prendre l'exemple des Sénégalais. Voilà. Une fois, il y a une dame qui est venue dans mon centre de formation pour venir inscrire sa fille pour faire de la formation. Elle a tellement apprécié ce que j'ai mis en place. Elle avait une association qui récompensait les jeunes Africains de la diaspora qui ont réussi. Voilà. Donc cette dame-là m'a invité et elle m'a remis un tableau d'honneur en tant que jeune Africain qui se débrouille très bien en France. Voilà. Et j'ai remarqué que pendant l'exposition de cette femme-là, il y avait beaucoup de Sénégalais. Et ils étaient vraiment unis. Quand je prends aussi l'exemple des Camerounais, ils sont unis. Quand vous allez dans le restaurant camerounais, vous trouvez tous les Camerounais qui sont assis là. Ils discutent, ça rigole, ça boit, tout le monde est content. Mais quand vous allez dans un restaurant ivoirien, c'est la bagarre. Alors, vous nous dites que vous avez été récompensé par une communauté. La communauté sénégalaise. Sénégalaise qui n'est pas votre communauté. Qui n'est pas ma communauté. Est-ce que les Ivoiriens ont déjà organisé un événement pareil pour reconnaître vos mérites? Oui, j'ai été reconnu en tant que meilleur distributeur de la musique africaine, voilà, en 2005. Bravo. Voilà, c'était un Ivoirien qui avait organisé ça. Merci. Mais justement, pour ces communautés, on va dire, qui sont solidaires, qui s'entraident, est-ce que vous, puisque votre rêve, c'est de voir la solidarité régner au sein de votre communauté, vous les avez approchés pour savoir comment est-ce qu'elle fonctionne et qu'est-ce qu'il fait tourner la machine? Après, ça se voit, vous savez, quand les gens s'entendent, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ça dépend, ça se voit dans la manière de se comporter et tout ça. Donc, au niveau des Ivoiriens, c'est différent. Ça se voit, mais il y a forcément une base. Non, moi je pense que c'est l'éducation. C'est l'éducation. Quand vous prenez par exemple les Sénégalais, un Sénégalais en dehors du Sénégal, quand il retrouve son frère sénégalais, c'est son frère sénégalais. C'est pas parce qu'il vient d'un autre village. Un Camerounais, quand il retrouve un Camerounais à l'extérieur, c'est son frère camerounais. Un Zaïrois aussi, pareil. Mais un Ivoirien, quand il retrouve son frère à l'étranger, ce n'est pas son frère, c'est son ennemi. Donc moi, je pense qu'il y a une éducation de base et il faudrait que la jeunesse d'aujourd'hui essaie de s'inculquer ce genre de comportement-là. Il faut toujours respecter son frère, même s'il n'a pas la même ethnie que nous. Et cette base-là, notamment, doit partir d'ici. Voilà, effectivement, elle doit partir d'ici. Elle doit partir d'ici et elle doit faire partie aussi de l'éducation nationale. Il faut qu'on enseigne ça à nos frères. Parce que la jeunesse d'un pays... ça se fait. C'est parce que c'est pas peut-être... Voilà, la jeunesse d'un pays se repose sur la jeunesse. L'avenir. Voilà. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faudrait qu'on essaie de revoir ça. Oui, mais M. Monceau, moi, sans vouloir justifier l'attitude de ces personnes-là, vous, par exemple, vous avez été victime de certaines pratiques, on va dire, injustes. Est-ce que vous ne pensez pas que tous ceux qui refusent de s'associer ou d'aider les autres, c'est parce qu'ils ont été eux aussi victimes quelque part de ce genre d'exaction? Oui, moi je pense. Je prends mon cas aujourd'hui. À force de vouloir aider, on me met les bâtons dans les roues. Donc maintenant, j'ai décidé de ne plus aider. Voilà, c'est tout simplement ça. Est-ce que le problème n'est pas à votre niveau? Parce que c'est vrai, vous le dites, nous, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens sont solidaires. Moi, je suis surpris, parce que déjà l'année dernière, il y a eu un forum des Ivoiriens de l'extérieur qui a été organisé ici, un forum de la diaspora, où il y avait un thème, la diaspora ivoirienne à l'extérieur, deuxième région de la Côte d'Ivoire. On a vu ça, on était heureux. Est-ce que le problème n'est pas à votre niveau? Après, il faut savoir une chose, que c'est maintenant que ça commence. Les gens ont commencé à comprendre tout doucement. Ces réalisations que vous dites là, ça date de pas longtemps. Voilà.
Moi, je parle de quelque chose qui date de très, très longtemps. Et ça ne peut pas dépendre de nous forcément parce que nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes des faiseurs de stars. Donc, quand on fait la promotion d'un artiste, on parle bien de lui, on le vend. On est bien d'accord. Quand on investit sur un artiste, c'est pour gagner de l'argent, ce n'est pas pour perdre. Mais le seul problème qu'on a avec les artistes, dès qu'ils commencent à être connus, ils prennent la grosse tête. Et moi, ce que je crois, je me dis, parce que quand on vit en communauté, on ne vit pas forcément avec des anges. Il y a forcément des gens qui sont bien et des gens qui ne sont pas bien. Les autres communautés, certainement, s'acceptent telles qu'elles sont, avec leurs qualités et avec leurs défauts. Peut-être que les Ivoiriens n'ont pas cette culture-là de pouvoir s'accepter. Ils n'ont pas eu l'habitude de s'unir en communauté, de pouvoir travailler ensemble. C'est-à-dire que c'est maintenant, puisqu'il y a une fédération qui existe, la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne. Je pense qu'au niveau de cette fédération, les uns et les autres vont travailler à ce que cette solidarité tant attendue puisse être une réalité et montrer à chaque Ivoirien qu'en fait, on n'est pas des ennemis, on est des frères. Vous avez beaucoup de raisons. Entre autres, j'aimerais bien citer la raison qui a failli vous faire perdre la vie parce que vous avez aidé un de vos compatriotes qui a attenté à votre vie. Voilà, c'est ça. Et n'eût été la grâce de Dieu, aujourd'hui, vous ne serez pas sur ce plateau. C'est ça, effectivement. Je ne vais pas donner le nom de l'artiste parce que je suis Nous l'avons même reçu sur ce plateau. Je ne vais pas donner son nom parce que je n'ai pas envie de dénigrer mes propres frères. Protéger les autres aussi. Si c'est un danger public. Voilà, c'est ça. Moi, du coup, ce qu'il m'a fait, l'acte qu'il a posé. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Voilà. En fait. Voilà. Vous n'avez pas dit son nom, mais on est un peu quaquato sur les bords. Hein, voilà. Bon, en fait, il m'a agressé avec une paire de ciseaux. C'était mon voisin en plus. Yako. Merci Seigneur de m'avoir épargné. Bon, il m'a agressé avec une paire de ciseaux. Donc j'ai eu une grosse blessure sur le front. Bon, Dieu merci, j'ai perdu beaucoup de sang ce jour-là. Dieu merci, le pire n'est pas arrivé. D'accord? Les pompiers sont arrivés à temps. Les pompiers sont arrivés à temps. Et j'ai eu la chance aussi, comme Dieu ne dort pas, de tomber sur un bon médecin chirurgien qui m'a fait une belle couture. Aujourd'hui, j'ai encore la trace sur le front. Mais bon, ça ne m'a pas ôté la vie. Presque invisible. Hein? Voilà, Dieu merci. C'était un service que j'ai voulu rendre, encore une fois. Ce jeune homme était dans mon appartement. Quand l'artiste est passé, il l'a laissé dedans. Et il ne payait pas le loyer. Donc moi, je lui ai demandé de sortir. Et quand il est sorti, j'ai refait les travaux. J'ai pris ses affaires, j'ai gardé chez moi. Et le jour où il a réclamé, je suis allé lui remettre. Donc il avait un chèque de 650 € que j'avais gardé, qui était revenu à payer. J'ai dit, bon, tu prends ton chèque, tu me redonnes mes sous. Et il m'a dit, va chercher les espèces pour revenir. Moi, j'attendais tranquillement dans la voiture. Il est venu sur mon côté gauche, il frappe à la vitre, je baisse la vitre, il envoie le coup de ciseau. Donc, logiquement, hein, le coup de ciseau devait aller sur mon cou. J'ai eu le réflexe de baisser la tête, c'est comme ça que j'ai pris ça sur le front. Ça aurait pu être dans les yeux. Voilà, c'était la catastrophe. Et il insistait. Donc, je suis sorti. Bon, c'était un petit hein, comparé à moi. C'est cela. Voilà. Il a reconnu les faits. On l'a reçu sur ce plateau et justement, on a tenté de vous joindre ce jour-là. Malheureusement, le téléphone ne passait pas. Mais aujourd'hui, on a votre version des faits. Alors, on revient à votre rêve. On va dire, bon an, mal an, malgré tout ce que vous avez vécu, vous demeurez ferme, vous voulez aider vos frères ivoiriens, vous rêvez de voir les Ivoiriens être unis entre eux. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour rendre ce rêve possible, pour que ce rêve se transforme en réalité? Vous aurez le temps de répondre à cette question juste après la pub.